Bonsoir. Cette conférence est la troisième partie d'une réflexion que j'ai menée sur les limites de l'évolutionnisme. Je vais rappeler d'abord en quelques phrases qui a déjà été dit pour fixer les idées, pour aller plus loin. Le constat que j'avais fait en partant des propos des généticiens, des paléontologues évolutionnistes les plus sérieux était le suivant. Premièrement, les mutations sont trop rares, elles sont neutres. Le ratio des mutations bénéfiques sur les mutations nuisibles sont de 1 pour 1 million. Les dernières découvertes concernant les mutations comme l'horloge moléculaire, les transposons, les gènes OX ou architectes ne prouvent encore rien. La sélection ne peut produire une espèce. Darwin d'ailleurs le reconnaissait très bien. Un manchot plus gras peut survivre au froid. Un plus maigre va peut-être disparaître, mais il ne va jamais acquérir des ailes comme Darwin l'avait imaginé à un moment donné. Le plan d'organisation des animaux est similaire, mais il n'y a rien. On est incapable de reconstruire les transitions et les milliers d'étapes. On ne sait pas le faire au plan de l'anatomie et on ne le retrouve pas dans les fossiles. Eldredge et Gould nous disent que ce fait est un fait irrémédiable. La géologie est encore incertaine et les datations sont aussi incertaines. Voilà en gros ce que j'ai dit lors de la dernière conférence. Alors aujourd'hui, je vais aborder un autre sujet qui va, si j'ose dire, un peu plus enfoncer le clou et qui est le thème du hasard. Hasard comme facteur susceptible d'expliquer l'évolution. Et je vais essayer de montrer qu'il est au plus haut point invraisemblable que le hasard explique l'évolution devant l'incroyable richesse de l'univers et des différentes formes de vie qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer ou concevoir. Tout d'abord, on peut se demander au juste ce que c'est que le hasard. Bon, le mot vient de l'arabe qui veut dire « dé » et signifie les chances. Et par extension, on traduit le mot, on assimile le mot à imprévisible. Une définition du 19e siècle qui est intéressante. L'économiste Cournot définit le hasard comme étant la rencontre de deux séries causales indépendantes. L'intérêt de cette définition, c'est de nous rappeler qu'il y a que pour qu'il y ait hasard, il faut qu'il y ait des choses et des actions. Pas de jeu de dés sans dés, et sans quelqu'un qui les jette. Ce que l'on peut dire, c'est que le hasard n'est pas le contraire des lois qui régissent les êtres, mais c'est un résultat, il accompagne les actions, et il est aussi lié au degré de liberté des êtres, des choses. Dans le cas de l'homme, ce degré de liberté est maximal puisque l'homme a le libre arbitre. Mais c'est un sujet que je ne vais pas aborder. Si je le signale en passant, c'est parce que, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le hasard ne s'oppose pas aux lois et qu'il accompagne les phénomènes qui sont réglés par des lois. Au fond, la loi peut comporter un certain jeu et qui est lié à la liberté ou à l'imperfection des choses. Alors cependant, les choses ont des causes contraignantes qui sont fortes et le hasard se trouve limité par ces mêmes déterminations et c'est ce qui permet en fait de faire des calculs de probabilité. Ainsi, je sais qu'en lançant des milliers de fois une pièce bien équilibrée dans le jeu de pile ou face, le nombre de piles et le nombre de faces tend à s'égaliser autour de 50%. Si vous faites l'expérience sur une dizaine de lancers, vous aurez peut-être 7 et 3 piles et 7 faces. Mais si vous lancez 100 fois, si vous lancez 1000 fois ou des centaines de milliers de fois, vous allez tendre vers le chiffre 50-50. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a la probabilité théorique et la probabilité physique. En réalité, le phénomène physique, un grand nombre de facteurs jouent qui vont orienter la pièce dans un sens ou dans l'autre. Et comme je viens de le dire, en fait, si les conditions si les conditions réunies, les conditions physiques sont suffisamment réunies, la probabilité
réel physique va tendre vers la probabilité théorique qui est, lorsque je lance une pièce, j'ai une chance sur deux d'avoir pile ou face. Alors de même, je vais prendre un exemple je vais aller un peu plus compliqué, mais pas tellement plus compliqué pour arriver à cette notion de probabilité, de hasard dans l'évolution. Si je veux tirer un jeu de 4 cartes, cœur, pique, trèfle, carreau, dans un jeu de 52 cartes, en raisonnant comme le pile ou face, j'ai une chance sur 52 de tirer cœur. Si je repose la carte dans le paquet, j'ai encore une chance sur 52 de tirer pique, une chance sur 52 de tirer trèfle et carreau. Je pourrais retirer bien sûr cœur ou trèfle ou carreau. Maintenant, si je veux connaître la probabilité d'avoir cœur, pique, trèfle, carreau, je multiplie puisqu'à chaque fois j'ai 52 chances, multiplié par 52, multiplié par 52, multiplié par 52, 4 fois. Et ça me donne 52 à la puissance 4. Alors c'est un calcul, pour vous donner l'idée du calcul, ça fait une chance, alors donc, dans un paquet de 52 cartes, si je veux tirer ces 4 cartes, j'ai une chance sur 7 311 616. Une chance sur plus de 7 millions. Le loto, paraît-il, on m'a dit, c'est une chance sur 14 millions. Si je ne repose pas la carte, la probabilité est un peu plus faible. J'ai une chance sur 6 497 400, à peu près 6 millions 5. Vous voyez que les chances sont très faibles, mais elles ne sont pas nulles. On peut gagner le loto. On peut tirer ce jeu de cartes. Alors c'est ce qui permet à certains biologistes de raisonner en faisant intervenir le hasard comme facteur explicatif des phénomènes de transformation de la matière, de la chimie à la vie, puis ensuite des mutations. En faisant l'hypothèse que le temps est très long. Alors, ce que je vais essayer de dire, c'est que c'est très peu crédible compte tenu de ce que l'on dispose comme connaissance. Et en appliquant les calculs des lois de probabilité, c'est très peu crédible. Alors, tout d'abord, je le rappelle, ce que je viens à l'instant de dire, c'est que pour que le hasard survienne entre ces objets, ces premiers objets qui seraient les éléments premiers du cosmos, de la vie ou de la matière, et il faut que ces choses soient là. Donc on peut se poser, première question, d'où viennent ces éléments et d'où viennent ces premières règles qui orienteraient ces premiers éléments. C'est une question qui, on peut dire, métaphysique et que je ne veux pas trop soulever puisque je vais l'aborder dans une prochaine discussion lorsque j'aurai montré justement que le hasard est comme explication, comme facteur explicatif, est très improbable. Alors, quoi qu'il en soit de ces premiers éléments, de ces premières lois qui seraient à l'origine et qui par leur choc ou par leur mouvement, créeraient les premiers processus ou les premières lois, ce que l'on nous dit, la réponse quasi officielle, même si un certain nombre d'universitaires contestent de plus en plus la thèse, c'est la fameuse thèse du Big Bang, d'après laquelle il y aurait un premier atome à l'origine qui condenserait toute la matière et toute l'énergie et qui aurait explosé et qui serait donc à l'origine de toutes les formes d'abord de l'univers dans ces différentes expressions. Hubert Reeves, l'astrophysicien, a recensé 11 faits et lois, 11 faits et lois donc, de la physique qui corroborent cette explication, qui est selon lui une théorie scientifique au sens de Karl Popper. Je vais faire une parenthèse qui me tient un peu à cœur. Karl Popper est un épistémologue et ces théories sont une véritable supercherie intellectuelle. J'espère avoir l'occasion un autre jour de vous en parler. Et donc, Hubert Reeves se réfère à Karl Popper, mais ce n'est pas très important ici. On peut, à la rigueur, suivre Hubert Reeves en disant, c'est un spécialiste de la question, il nous dit 11 faits et lois corroborent le Big Bang.
pourquoi pas, prenons cela pour vérité, pour argent comptant, même si, comme je vous l'ai dit, des universitaires contestent la thèse du Big Bang. C'est plutôt une minorité. Alors, la difficulté, enfin la première question qui se pose, il ne faut pas être trop basique, mais que l'univers soit né d'un premier atome qui explose, il faut quand même se dire que l'univers, c'est des milliards de galaxies avec des milliards de systèmes solaires, organisés selon des règles extrêmement précises que les physiciens nous expliquent, que les physiciens nous démontrent. Donc on peut se poser la question, comment le hasard peut-il jouer comme facteur d'explication de ces lois extrêmement complexes sur des masses absolument inimaginables. On dit qu'il y a 10 puissance 11 galaxies, et dans une galaxie de 134 milliards de systèmes solaires. Ce sont des approximations, mais ça donne un ordre d'idée du gigantisme. En fait, c'est impensable, quasiment, on en a une vague idée, mais il est difficile de penser que le hasard puisse être à l'origine de quoi que ce soit dans ce processus. On est obligé de penser que dans l'explosion, si explosion il y a eu, il y a des règles. Il y avait des règles, il y avait de la matière et il y a des règles. Bon, je pense que les physiciens ne contestent pas ça. Hubert Reeves lui-même nous dit que le hasard n'ajoute rien, n'ajoute que du désordre et n'ajoute pas d'ordre. Bon, très bien, donc on est un peu plus ou moins fixé là-dessus. Des lois de la physique, une matière originelle, peut-être concentrée dans un atome, qui se déploie et qui donne des galaxies absolument fabuleuses. Alors c'est là que maintenant j'arrive à cette question d'estimation de la probabilité que ces événements puissent se réaliser. Des chercheurs partent de ces faits et se sont posé la question: quelles sont les conditions, quelles sont les probabilités de réunir les conditions astronomiques pour qu'un jour la vie soit possible sur la Terre? Par exemple, quelle est la probabilité que le système solaire soit bien dans la position qu'il occupe dans la Voie lactée? Une position qui est telle que, ultérieurement, les lois du système solaire et les lois de la vie vont être possibles. Autre condition à laquelle ils attachent une probabilité, que la Terre soit dans la zone habitable, dans le système solaire, c'est-à-dire ni trop près du Soleil, ni trop loin du Soleil, parce que trop près, ce serait trop chaud et la vie pourrait ne pas naître ou disparaître, trop froid, même chose. Autre condition, la présence d'azote et d'oxygène en proportion déterminée, 71 et 28%, et toute une série d'autres gaz en quantité beaucoup plus faible. Probabilité d'avoir une Lune telle que celle que nous avons et qui stabilise le mouvement orbital et l'axe de rotation de la Terre, qui permet les marées et par là l'équilibre écologique et la vie. Probabilité que le centre de la Terre soit un noyau liquide qui permet d'avoir un magnétisme qui forme de grands cercles autour de la Terre et qui la protège des ultraviolets et de tous les débris qui pourraient rentrer dans l'atmosphère, ce qu'on appelle les météorites. Autre condition, que l'atmosphère soit dotée d'une enveloppe gazeuse, cette enveloppe qui va protéger aussi des rayonnements et des débris. Bref, je n'énonce pas toutes les conditions. Il recense à peu près une vingtaine de conditions, et leur estimation est la suivante. Pour avoir toutes ces conditions réunies, il y a une chance contre 100 milliards de milliards. Donc, vous situez par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je parlais d'une chance sur 7 millions pour tirer un jeu de 4 cœurs, par exemple, dans un jeu de 52 cartes, avec remise, bien sûr. Là, on est à une chance contre 100 milliards de milliards. C'est 10 puissance 20. Admettons que ces conditions, qui sont quasi nulles, aient été réunies.
la vie n'est pas encore formée, mais on va se mettre dans l'hypothèse que la chance sur 100 milliards de milliards, 100 milliards de milliards, hein, on va imaginer que que ces conditions se soient réunies par un effet du hasard et qu'on se trouve dans la situation donc de la Terre dans le système solaire lui-même dans la Voie lactée. La vie n'est pas encore formée. Alors maintenant, on va réfléchir, enfin je vais me référer à ceux qui ont fait les calculs de probabilité sur les chances d'apparition de la vie, c'est-à-dire le passage de la matière inanimée à la vie, donc à la matière animée. On va essayer de donner un ordre d'idée des probabilités. Alors, avant cela, comme tout à l'heure, je vais faire un petit constat avec vous. Les biologistes nous disent, pour qu'il y ait une cellule, il faut qu'il y ait de l'ADN, c'est-à-dire la double hélice. La double hélice faite de 4 lettres, ce sont des molécules, les acides nucléiques. 4 lettres, 4 acides nucléiques qui forment l'ADN. Et l'ADN a besoin de 20 acides aminés, qui sont aussi des structures de molécules, qui se codent donc et qui forment les protéines. Et là, on est dans une situation qu'il faut méditer. On est dans la situation de la poule et de l'œuf, parce que l'ADN a besoin des protéines, et les protéines ont besoin d'ADN, dans un système extrêmement complexe. Problème. Mais passons, supposons que enfin, passons, pas tout de suite. Supposons, je voulais rappeler ce fait-là, pour vous dire que nous ne sommes pas tout à fait dans les situations qu'espèrent les matérialistes ou les évolutionnistes, spécialement les évolutionnistes, c'est-à-dire des briques élémentaires extrêmement simples qui s'entrechoqueraient, puis qui produiraient finalement des structures et puis des lois. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de bon sens, c'est ça, et c'est ça qu'ils attendent. Mais on n'est pas tout à fait dans cette situation. Alors, certains physiciens ont tenté justement de refaire la soupe primitive qui permettrait d'expliquer la formation des acides aminés. Alors il y a une expérience historique menée en 1953 par 2 physiciens, Harold Urey et Stanley Miller, qui ont réalisé une expérience à partir d'ammoniac, qui ont bombardé par cyclotron, et donc cet ammoniac avec d'autres substances, qui ont chauffé ça à 1000 degrés, etc. Donc dans une expérience que je ne vais pas décrire en détail, et ils ont obtenu 4 acides aminés et des chaînes de nucléotides jusqu'à 200. Ce qui est une expérience remarquable, mais quelques années plus tard, une trentaine d'années plus tard, en 1980, les mêmes auteurs d'expérience ont été obligés de reconnaître que cette expérience n'est pas du tout probante. Pas probante parce que la Terre primitive avait du carbone et du CO2, et l'expérience, lorsqu'on fait l'expérience avec du carbone, on n'obtient pas les acides aminés. Autre difficulté qu'il pointe, le passage des acides aminés aux acides nucléiques de l'ADN. Entre les deux, il y a un gouffre qu'on ne sait pas combler. Et puis autre problème dans l'expérience, des substances comme de l'acide cyanhydrique venaient détruire les substances qui avaient été produites. Donc cette expérience a été un peu historique parce que beaucoup de gens dans les universités ont cru que on avait produit des acides aminés. Donc on avait pensé qu'on avait réussi à produire de la vie en laboratoire. Ça a même créé des vocations. Le paléontologue Pic a eu sa vocation. Il raconte qu'il a eu sa vocation en ayant, on lui a parlé de l'expérience de Stanley Miller. Alors, non seulement cette expérience n'est pas probante, mais il faut aussi tenir compte d'autres informations qui rendent encore plus le hasard et donc l'idée d'une soupe qui aurait produit des structures très ordonnées est totalement invraisemblable. Pour avoir l'ADN
d'une seule bactérie, il faut 5 millions de paires de nucléotides. Je rappelle, les nucléotides, les 4 acides, les acides nucléiques, les 4 lettres, il faut 5 millions de paires de nucléotides, et dans l'expérience, on en avait que 200. Vous voyez la disproportion. Maintenant, je vais citer d'autres estimations qui ont été faites par des physiciens. C'est intéressant parce qu'on a plusieurs cas, et ces gens-là nous donnent des probabilités qui montrent l'invraisemblance de la vie, de l'apparition de la vie à partir du seul hasard. Fred Hoyle a calculé que pour obtenir une seule protéine, donc je rappelle les protéines qui se lient aux acides nucléiques et qui permettent de faire le codage et d'avoir la vie cellulaire. Fred Hoyle a calculé que pour avoir une seule protéine contenant 100 acides aminés, il faudrait 1350 milliards d'années. Une cellule vivante contient environ 200 000 protéines. De 100 à 200 000. Donc là, 1350 milliards d'années pour avoir 100 acides aminés, une seule protéine, et dans une cellule, nous avons 200 milliards de protéines. Le physicien Salisbury a estimé à une chance contre 10 puissance 600, rappelez-vous du chiffre, j'ai dit 10 puissance 20, 100 milliards de milliards. Là, on est au-delà de la possibilité, on est au-delà du possible. Je vais vous donner un chiffre du mathématicien Borel. Je vais vous le donner tout de suite. La probabilité de l'impossibilité mathématique, c'est une chance contre 10 puissance 200. Lorsqu'on dépense 10 puissance 200, on peut dire qu'il n'y a aucune chance que l'événement se réalise. Alors je reviens à Salisbury. Il estime donc la formation d'une seule protéine à une chance contre 10 puissance 600, donc impossible. Le mathématicien Georges Sallet, polytechnicien, estime qu'il faut 10 puissance 500 années pour réaliser tous les états possibles d'un seul gène de 1000 paires de nucléotides. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le savant Lecomte de Nouilly avait estimé à 10 puissance 243 années le temps nécessaire pour que, sous l'agitation thermique, se forme une molécule capable de donner la vie. Alors, vous savez certainement que l'âge, d'après la théorie du Big Bang, l'âge de l'univers, c'est environ 14 à 15 milliards d'années. Là, je vous rappelle les chiffres, 10 puissance 25 milliards de milliards. Vous multipliez ça par 50 milliards de milliards, et vous avez à peu près 10 puissance 243. Essayez de vous représenter. De 15 milliards à 100 milliards de milliards, multiplié par 50 milliards de milliards. On est extrêmement loin du compte. Autre chiffre qui peut être intéressant, qui est tiré des recherches de la géologie, on peut prendre pour argent comptant ce qui nous est dit, et puis faire les calculs, ce que font les physiciens, font les calculs à partir des lois qu'ils nous donnent, et les lois de la probabilité, qui sont relativement rigoureuses, comme je vous l'ai dit au début, effectivement de l'accident et de l'imprévisible, et à l'intérieur de lois très précises. Alors, le chiffre que je vais vous donner, c'est le suivant. La géologie nous dit que la Terre est apparue il y a 4 milliards et demi d'années. Les roches les plus anciennes, donc les roches qui se sont formées après que la Terre était en fusion à l'origine, les roches les plus anciennes remontent à 3 milliards d'années, 3 milliards 850 millions d'années, et la vie apparaît à 3,55 milliards d'années. Entre 3,85 et 3,55, il y a 300 millions d'années. Donc la vie n'a eu que 300 millions d'années pour apparaître. 300 millions d'années, et vous avez entendu les chiffres que j'ai cités tout à l'heure. Hoyle, ou plutôt on va prendre l'exemple de Salisbury, la formation d'une seule protéine, dit une chance contre 10 puissance 600, et puis oui, Lecomte de Nouilly qui nous dit 10 puissance 243 années le temps pour que se forme une molécule. Bon, c'est complètement disproportionné. Donc, ce que montrent ces exemples, c'est que, premièrement, il est très difficile de penser que l'univers s'est formé à partir du hasard,
l'univers, donc les conditions, je rappelle ce que j'ai dit, les conditions physiques. Ensuite, même chose pour la vie, et je vous fais remarquer que je n'ai encore pas parlé des probabilités liées à l'évolution et à la sélection. J'ai dit que les probabilités des conditions cosmologiques étaient quasiment nulles, première étape, on n'est pas encore à la vie. Ensuite, j'ai dit que les probabilités d'apparition de la vie étaient, pour ainsi dire, nulles. Et nous n'avons pas encore parlé des mutations et de la sélection, dont les probabilités sont aussi nulles. Mais on va le voir. Pour donner une ordre d'idée, tous ces chiffres sont un petit peu difficiles à imaginer. Et c'est là où il est intéressant d'avoir un peu... les mathématiciens nous ont donné quelque sorte des analogies un peu lointaines. On dit que un des exemples qui avait été pris, il y a le fameux exemple du chimpanzé qui tape sur une machine à écrire et qui écrit tout Shakespeare. Il y a aussi un autre, j'aime bien aussi cette image, si on lance suffisamment de lettres d'un avion en vol, est-ce que ces lettres vont se réunir et constituer toutes les fables de La Fontaine? Vous voyez la probabilité. Quelle est la probabilité qu'en jetant assez de lettres d'un avion, je trouve les fables de La Fontaine toutes constituées au sol? La probabilité est évidemment nulle. Eh bien, les probabilités dont je viens de vous parler sont encore plus faibles que celles-ci. Donc on peut dire la probabilité est nulle. Alors, passons maintenant à la vie elle-même, au phénomène de la vie. Est-ce que le hasard peut intervenir? Alors moi, je vais vous donner quelques cas un petit peu frappants, qui sont tout à fait extraordinaires, mais que l'on connaît tous, on sait tous que les animaux et la vie animale est tout à fait prodigieuse, mais on pense pas toujours, on se représente pas toujours l'extraordinaire, le prodigieux de la complexité de la vie et des animaux. On sait maintenant que le système d'émission d'ultrasons des chauves-souris est plus complexe que celui d'un radar sophistiqué. On sait aussi que les yeux du homin, qui ont 3000 facettes réfléchissantes, sont plus complexes que les télescopes. On s'inspire d'ailleurs de ces yeux pour fabriquer des télescopes. On peut se demander d'où vient dans la nature cet ordre, quel est l'instinct qui produit une telle intelligence et intelligibilité des choses. La sophistication est extraordinaire. Je vais prendre un autre exemple. L'homme a 100 000 milliards de cellules. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la complexité des cellules, et j'ai oublié de vous dire que c'est plus complexe qu'une centrale nucléaire. Eh bien, nous avons 100 000 milliards de cellules, et un centimètre de carré de peau a 250 récepteurs sensoriels. Enfin, je pourrais multiplier les exemples, et nous serions toujours écrasés par la complexité, l'ordre phénoménal, prodigieux dans tous les grains de matière. Un autre exemple peut-être. Bon, je ne trouve pas, donc je vais passer. Je vous donne une citation. Yves Coppens disait, plutôt à propos de l'évolution, mais il parle aussi de l'histoire de la vie, « Le hasard fait trop bien les choses pour être crédible. » Alors, les évolutionnistes nous disent que ces estimations ne sont pas tout à fait exactes, parce qu'en réalité, lorsqu'un événement favorable se produit, la sélection joue comme un filtre, et un autre événement, l'événement suivant a beaucoup plus de chances d'arriver, et l'événement suivant a encore beaucoup plus de chances de se produire, donc les probabilités sont beaucoup plus faibles qu'on ne le dit, que ces estimations ne le disent. Ils appellent ça le cliquet probabiliste. Alors, pourquoi pas, il faut attendre qu'il nous montre comment on passe du simple au complexe dont il nous parle. Il faut, puisqu'il en est ainsi, mais qu'il nous donne ces étapes et les probabilités,
et comment ces probabilités qui sont astronomiques se réduisent si rapidement. C'est un peu la nouvelle thèse. Devant je vous ai dit, toutes les limites de l'évolutionnisme, donc un certain nombre de biologistes se tournent vers le saltationnisme, c'est-à-dire l'idée de saut quantique, de saut dans les mutations, avec cette idée, si vous voulez, que les probabilités, très rapidement, les chances augmentent d'apparition, et les probabilités donc ne sont pas si faibles qu'on le dit. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que les systèmes, dès le départ, sont extrêmement complexes. Par exemple, le trilobite, qui est une sorte de crustacé qui a disparu et qui était là, qu'on l'on trouve dans des couches de moins 600 millions d'années, après la géologie, a un œil qui est aussi complexe que l'œil humain. Voilà, c'est ça la réalité. On est devant des faits incompréhensibles. Autre exemple, et grande surprise, on a découvert en séquençant le génome, c'est-à-dire en parcourant toutes les séquences de nucléotides, que l'homme n'a pas plus de gènes que le poulet. Oui, et que donc ça remet en cause cette idée que l'évolution est un processus croissant de complexité. Hein, l'idée, si vous voulez, je reviens au hasard, des briques élémentaires extrêmement rudimentaires, avec des processus physiques extrêmement rudimentaires, qui commenceraient à former des structures, et ces structures formeraient des lois. Mais précisément, on n'est pas dans ce cas de figure. On a des systèmes complexes dès le départ. Je vous ai parlé de l'ADN avec la poule et l'œuf, le cercle vicieux. Alors, donc ça a beaucoup surpris. Le maïs a plus de gènes que l'homme. Alors, où est l'évolution? Peut-être qu'il y a évolution, mais que sait-on de cette évolution? Si le génome du maïs est plus important en nombre que le génome humain. Encore un autre fait qui montre un petit peu, là, un peu plus le mensonge de une vision un peu biaisée des évolutions. Pas seulement biaisée, un peu le mensonge. On ne connaissait que 2% du génome qui est codant, qui opère le processus de code dans l'ADN. Et on disait, les 98%, on ne les connaît pas, mais c'est sûrement la poubelle de l'évolution. C'est quand même un peu facile. On est en train de s'apercevoir que ce que l'on n'arrivait pas à expliquer s'explique maintenant parce qu'il y a, entre guillemets, dans la poubelle. Les gènes architectes, par exemple, seraient dans ce qu'on appelle la poubelle. Donc il y a quand même une sacrée présomption. C'est quand même incroyable. On ne connaît que 2% du génome, le reste, c'est la poubelle de l'évolution. Il faut quand même... il ne faut pas avoir peur, hein, pas avoir froid aux yeux. Alors, ces faits, ce ne sont que quelques faits que je viens d'énumérer, sont tellement écrasants que de plus en plus de scientifiques admettent la complexité irréductible de la nature. Et on est très loin, comme vous le constatez, du positivisme et du matérialisme, comme vous allez le voir plutôt, on est très loin du positivisme de la fin du 19e siècle. Quelqu'un comme Berthelot, par exemple, le chimiste, disait « D'ici 10 ans, la science sera achevée ». Nous sommes au début du 21e siècle, et elle n'a pas commencé. Récemment, un biochimiste, Michael Behe, alors c'est là où je veux en venir, pour enchaîner ensuite sur le prochain sujet que j'aborderai, qui sera l'intelligent design. Alors je disais, le biochimiste Michael Behe, spécialiste de la cellule, devant la complexité de la cellule, arrive à la conclusion que ce processus n'a pas pu se produire spontanément et au hasard. Et il nous dit la chose suivante qui est intéressante, et c'est un rappel qui est intéressant à propos de Darwin. Il dit, quand j'ai lu l'origine des espèces, Darwin s'est placé dans la problématique suivante. Qu'est-ce qui explique le mieux la variété des espèces? Est-ce que c'est la création ou est-ce que c'est la sélection avec les variations? Et Darwin avait dit, finalement, peut-être que Dieu a donné la pichenette initiale, mais ce qui explique le mieux, c'est sélection-évolution. Michael Behe, donc, dit, oui, Darwin a bien posé le problème, je me mets dans la même démarche que lui, et je dis, qu'est-ce qui explique le mieux, création
ou sélection-mutation pour la première cellule, dont je vous ai rappelé l'extrême complexité. Et il dit, je suis obligé de conclure, je vais peut-être le citer rapidement, je conclus qu'un créateur explique mieux la cellule que les mutations et sélections. Alors, mot de la fin. Darwin, Michael Behe nous dit que Darwin est le précurseur de l'intelligent design. Pourquoi? Parce que les tenants de l'intelligent design nous disent il y a au moins au début la main de Dieu et ensuite c'est la sélection, c'est l'évolution sélection. Alors j'aborderai ce sujet j'espère la prochaine fois. En réalité, cette conception bâtarde création-évolution est un vrai péril pour la pensée. Donc, je traiterai cette question la prochaine fois. Bon.